Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue. Je vous laisse le temps d'arriver, de vous préparer une petite tisane, un verre d'eau, peu importe. Donc aujourd'hui, le sujet du jour qu'on va parler, parce que c'est le début des lives, comme je vous disais, sur Instagram, donc je suis bien contente. C'est différents parents, des mamans. Bonjour à vous qui vous joignez. Différents parents qui m'envoient des questions et j'ai décidé de les aborder, ces différentes questions-là, au cours de chaque semaine, donc en 4 temps. Question d'aller vraiment en profondeur au niveau du neurodéveloppement, parce que pour ceux qui me connaissent, j'aime aller en profondeur dans tout ce qui est question d'ordre neurodéveloppemental, vous apporter tout ce qui est évidence scientifique et tout, parce que, bon Dieu, qu'on sait sur les différentes plateformes, bonjour Hélène, bisous, sur différentes plateformes, sur des blogs, dans des livres, on peut lire 1001 informations, mais ce n'est pas nécessairement la bonne information qui est véhiculée. Donc, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Patricia Archambault. Je suis maître en ergothérapie du Canada, donc diplômée au Canada. Je suis québécoise. Et dans le fond, moi, je me suis formée et j'ai développé mon expertise dans les 15 dernières années en pédiatrie, vraiment parce que c'est un sujet qui me passionne. Allô, ma belle Hélène! Coucou! C'est un sujet qui me passionne et bon, j'avais ma clinique privée ergothérapie enfance à Prévost dans les Laurentides au Québec, donc avec des différents professionnels, on œuvrait tous dans le domaine pédiatrique et spécialisés justement en tout ce qui est neurodéveloppement. Donc pour moi, c'est important de vous transférer la bonne information et donc ça va être ça l'objectif dans les prochaines semaines. Donc je vous le mentionne, si vous avez des questions, comme Hélène qui vient de m'écrire « Coucou Patricia », écrivez-moi vos questions au fur et à mesure des lives. Là au début, c'est le premier, mais parlez-en aux gens autour de vous, parce que souvent en enfance, on se retrouve un peu pris parce que on a nos questions, on sait pas trop où aller cogner, quel professionnel, et surtout en France, c'est que les professionnels liés à la pédiatrie sont très divisés. Par exemple, chez nous, l'ergothérapie regroupe aussi tout ce qui est psychomotricité. Le psychomotricien n'existe pas au Canada, aux États-Unis, en Australie, par exemple. Fait que c'est l'ergothérapeute et psychomotricien. Et tout ce qui est en lien avec l'écriture, la lecture, donc tout ce que le graphothérapeute fait ici en Europe. Mais aussi, on fait un tiers de ce que fait la nutritionniste, on fait un tiers de ce que fait l'orthophoniste et un tiers de ce que fait le kiné. Donc vraiment, le métier d'ergothérapie au Canada est très, très, très vaste. Donc voilà, ça permet de justement de voir une problématique dans son ensemble de manière holistique. Salut ma chère Manon! Donc, on va débuter avec la question du jour. La maman m'a envoyé cette question. Mon enfant a 3 ans et fait des crises dans certains endroits publics, surtout les endroits publics, elle me disait, notamment les centres commerciaux, certains restaurants, les toilettes publiques, et c'est très difficile à gérer. Pourquoi et comment faire? Comment gérer cette situation-là? Bien, en fait, ce que je vais vous inviter à faire aujourd'hui, c'est qu'on va prendre la situation puis on va prendre un point de recul, ok? L'objectif d'aujourd'hui, ça va de voir ensemble quelles sont les différentes possibilités qui peuvent expliquer pourquoi cet enfant-là manifeste cette réaction émotionnelle-là et comportementale-là. Parce que, dans le fond, ce qu'il faut bien réaliser, c'est qu'un enfant ne va pas manifester un comportement ou une émotion pour rien. OK? Donc, tout est relié au système nerveux. OK?
Surtout, comme je mentionnais dans mon post d'aujourd'hui, en bas de 4 ans, il n'y a pas de caprice, il n'y a pas de manipulation. OK? Parce que les caprices, manipulations, ça implique que on est déjà dans le cortex, on est déjà au niveau des éminences de l'intelligence. Mais l'enfant en bas de 4 ans, en fait, il n'est même pas rendu là au niveau de ses connexions synaptiques et neurologiques. Donc, c'est vraiment purement comment son système nerveux réagit. Et donc, aujourd'hui, on va voir les différentes options, OK, qui expliquent pourquoi l'enfant fait des crises. Puis je vous invite aussi à m'envoyer des questions au fur et à mesure, si jamais vous vivez des trucs aussi en lien avec vos enfants, ça peut être aussi par après, ensuite en message privé, suite à ce live-là. Donc, moi, vous me dites et je vous réponds à vos questions. Donc, cet enfant-là de 3 ans, l'enfant a 3 ans, jusqu'à 4 ans, qu'est-ce qui se crée au niveau neurologique? Bien, premièrement, il y a une première structure au niveau de notre cerveau, on a 3 couches. Premièrement, on a notre tronc cérébral, qui est notre cerveau inconscient. Ensuite, on a notre système limbique, qui est notre cerveau semi-conscient. Et ensuite, ce que je vous disais, on a le cortex avec les intelligences. Pardon. Et donc, celui-là, c'est notre cerveau conscient. OK? Ben, jusqu'à 4 ans, en fait, qu'est-ce qui se développe? C'est le tronc cérébral et le système limbique. Donc, c'est le cerveau inconscient et semi-conscient. Donc, bien entendu, que l'enfant n'est pas parvenu à son cortex, à utiliser ses intelligences pour dire « Ah non, je ne vais pas réagir comme ça face à telle situation, c'est pas vrai que c'est dangereux » ou la société pourrait me regarder mal ou je devrais pas faire ça parce qu'on m'a enseigné. Non, parce que ça, c'est tout d'un point de vue frontal. C'est d'un point de vue logique. C'est d'un point de vue d'introspection et d'auto-analyse. OK? Salut ma chère Karine! Gros bisous! Donc, on n'est pas rendu là du tout. On n'est pas rendu là. OK? Donc, vraiment, au niveau d'un enfant d'en bas de 4 ans, on demeure sur des réactions qui sont primitives. Donc, ici, l'enfant a 3 ans, donc on sait qu'on est dans des réactions primitives. Et là, il fait des crises dans certains endroits, surtout les endroits publics. Fait que les endroits publics, qu'est-ce que ça sonne pour vous? Pourquoi endroit public versus d'autres endroits? Parce que je vous l'ai dit, l'enfant ne va pas réagir comme ça pour vous faire honte. L'enfant ne va pas réagir comme ça parce qu'il est mal élevé. Vous faites bien votre travail, j'en suis convaincue, surtout si vous êtes là aujourd'hui avec moi pendant le live sur le sujet du jour. Donc, pourquoi un enfant dans des endroits publics ferait une crise? Vous pouvez m'écrire dans le chat si vous pensez quelque chose. Moi, je suis toujours preneuse des hypothèses que vous avez et des questions. Mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que dans un endroit public, il y a plusieurs aspects à gérer. Bon, premièrement, on n'est pas dans nos repères spatiaux. Salut ma chère Jacinthe! Bisous! Donc, dans les endroits publics, c'est ça, on n'a pas... on est face à des inconnus. On est face à des repères spatiaux qui sont pas les nôtres, qui sont pas ceux de notre quotidien. Fait que déjà là, on a des éléments anxiogènes. L'environnement physique des lieux n'est pas le nôtre, puis l'environnement social non plus n'est pas le nôtre. OK? Troisième chose, parce que là, on a dit l'environnement social, les gens, l'environnement physique, les lieux. Mais un enfant qui réagit puis qui fait des crises,
Ça veut dire qu'il s'est amené loin, là, quand même, au niveau de son niveau de dérégulation de son système nerveux pour faire une crise. Ça demande beaucoup d'énergie à un système nerveux de faire une crise. OK? Donc, dites-vous que si votre enfant fait une crise, ça lui plaît pas. OK? C'est pas pour le fun, c'est pas pour le plaisir. Hein? C'est vraiment parce que, et là vous me voyez venir, il y a quelque chose qui le rend inconfortable. Et c'est drôle, à la maison, ça le fait pas. Chez grand-papa, chez grand-maman, ça le fait pas. Chez des amis, ça le fait pas. À la garderie, ça le fait pas. Mais dans les endroits publics, ça le fait. Fait que là, on a dit les inconnus, l'environnement social, l'environnement physique, potentiellement, hein, les changements de repères. Et maintenant, si on parlait de l'environnement, plus précisément dans l'environnement physique, l'environnement sensoriel des lieux. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans les lieux publics? Oui, les sons, les bruits, les personnes qui parlent, les va-et-vient, les cris des autres enfants. Hein? Juste au niveau auditif, c'est intense. Dans les centres commerciaux, dans certains restaurants, que le débit, hein, le niveau de décibels monte. Donc, premièrement, au niveau auditif. Dans les toilettes publiques, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Posez-vous la question. À la maison, là, quand on essuie nos mains après s'être lavé les mains, qu'est-ce qu'on a? On a une serviette. Mais qu'est-ce qu'il y a dans les toilettes publiques? Soit il y a du papier, peut en avoir. Sinon, qu'est-ce qu'il y a? Des séchoirs à main. Puis les séchoirs à main, c'est un bruit immense. Immense. Et ce bruit-là immense est complètement déstabilisant pour un enfant qui a une sensibilité au niveau auditif. Donc, OK, fait qu'on a cette option-là. Quoi d'autre dans les lieux publics? Puis je vous demande, hein, si vous voulez émettre des hypothèses, allez-y. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les lieux publics de particulier? On a potentiellement aussi les odeurs. Il y a certains restaurants, par exemple, au Subway. On rentre là, mon Dieu que ça sent, on dit, hein, ça sent le Subway. Il y a des odeurs très, très fortes. Très, très fortes. Dans certains aussi magasins, certaines épiceries, certaines toilettes aussi. Hein, notamment que ça sent pas bon. Dans les lieux publics aussi, au-delà des bruits, des odeurs, il peut y avoir aussi une proximité au niveau des gens. Il peut y avoir une foule. Et là, l'enfant est exposé à être effleuré tout le temps par des personnes. Donc, si je suis tout le temps effleuré au niveau de mon sens tactile, ça peut être extrêmement anxiogène aussi. Donc, vous voyez, là on vient de faire, OK, peut-être au niveau du sens de l'audition, peut-être au niveau du sens de l'olfaction, peut-être au niveau du sens du toucher. Maintenant, il y a peut-être même au niveau du sens visuel. Hein? Peut-être qu'on entre dans le lieu public et là, il y a un éclairage, mais tellement intense, hein, avec des néons, qui fait que l'enfant est complètement ébloui. Et que là, ça génère un inconfort important. Parce que, comme je l'ai dit, un enfant, ça lui demande excessivement de l'énergie de tomber en état de crise. Donc, il ne ferait pas ça pour le plaisir. Il ne ferait pas ça pour vous faire honte. Il ne ferait pas ça pour vous manipuler. Il ne ferait pas ça pour faire des caprices.
c'est vraiment qu'il y a un inconfort. Hmm? Maintenant, au niveau des autres sens, oui, il pourrait y avoir d'autres options au niveau des autres sens, parce que maintenant, il reste le sens du mouvement, bof, plus ou moins relié aux endroits publics. Salut Sandra! Euh, Ensuite de ça, au niveau du sens du goût, plus ou moins, si l'enfant ne mange rien de particulier dans l'endroit public. Donc là, vous voyez, juste avec la situation, hein, je vous aide vraiment actuellement à développer votre œil d'analyse de la situation d'un point de vue neurodéveloppement. Hein, puis c'est ça que je fais dans l'entièreté de mes conférences, de mes formations, de mon programme d'accompagnement Artemis. J'accompagne les gens, hein, mes clients, à développer leur œil de lecteur de l'enfant qui est devant eux. OK? Parce que vraiment, comme je vous dis, un enfant, tout comme une personne en général, même votre partenaire de vie, votre meilleur ami, la personne en face de vous, elle va pas faire une crise ou tomber en état de colère juste pour rien. Il y a tout le temps un élément déclencheur et absolument un élément déclencheur. Ça peut être d'un point de vue émotionnel, je ne me sens pas compris, je ne me sens pas écouté, je ne me sens pas validé. Ou ça peut être un inconfort vraiment d'ordre du lieu, hein, et notamment ici, dans le cas sensoriel. Fait que c'est ça qu'on fait ensemble. Puis c'est ça que je veux qu'on fasse ensemble dans les prochains lives, au fur et à mesure qu'on va explorer notamment cette situation-ci. Allô, ma chère Thierry! Bisous! C'est vraiment d'aller explorer les différentes options. OK? Donc, je répète la situation pour ceux qui viennent d'arriver. La maman m'envoie « Mon enfant a 3 ans et fait des crises dans certains endroits publics, notamment les centres commerciaux, certains restaurants, les toilettes publiques, et c'est très difficile à gérer. Pourquoi et quoi faire? » Hein? Comme je le mentionnais, on va le faire en 4 temps. Ça veut dire qu'on va prendre la même situation et on va explorer les différentes... aujourd'hui, on explore les différentes options et notamment demain, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dire « OK, maintenant on établit c'est en lien avec quoi et qu'est-ce qui se passe dans son cerveau? Qu'est-ce qui se passe au niveau de son système nerveux à cet enfant-là pour générer une crise? Et qu'est-ce qu'une crise d'un point de vue neurodéveloppemental? Ça, c'est super intéressant à savoir. Parce qu'à partir du moment qu'on comprend qu'on a une boucle émotionnelle, qu'on bascule d'un état de vigilance tranquille à de l'hypervigilance, notamment qu'on est inconfortable, mais quand on tombe en état de crise, on est en désorganisation au niveau de notre système nerveux, c'est que certainement votre enfant est inconfortable. Il y a quelque chose qui génère un inconfort majeur. Et c'est pas parce que il fait son difficile. OK? C'est pas parce qu'il vous manipule, c'est pas parce qu'il vous provoque. Salut ma chère Stéphanie! Bisous! Donc c'est vraiment parce que votre enfant vit un inconfort qui est analysé au niveau de son corps, au niveau de son tronc cérébral. Hein? Coucou! Au niveau de son tronc cérébral, hein, pour ceux qui n'étaient pas là au début, j'expliquais que le tronc cérébral, c'est notre première couche du système nerveux qui est notre cerveau inconscient. OK? Salut ma chère Justine! Donc, c'est notre cerveau inconscient. Et lui, moi, je l'appelle tout le temps, OK? Moi, j'aime donner des images quand je donne mes explications dans mes conférences et mes formations. Le tronc cérébral, analysez-le ou prenez-le comme si c'était un peu le chien de garde de votre système nerveux. Lui, il reçoit les inputs sensoriels et de tout ce qu'il reçoit de l'environnement. Les paroles, ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il sent, peu importe. Et là, le tronc cérébral, il va décider d'aboyer ou de laisser passer l'information sensorielle. OK?
Mais dans le cas d'un enfant qui fait une crise, clairement, son chien de garde évalue que l'information reçue, elle est dangereuse pour lui. Et donc, il envoie cette information dans son système limbique, qui est la deuxième couche, que je vous disais, qui est son système semi-conscient. Mais comme il y a 3 ans, le petit coco, l'information, elle va pas jusqu'au niveau de son cortex parce que ce n'est pas développé. Ce n'est pas encore développé. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention, mes chers, avec nos enfants de moins de 4 ans. On n'est pas dans le domaine des caprices, ni de la manipulation, ni de la provocation. On est juste dans des réactions pures, primitives du système nerveux. Et ça, c'est hyper crucial à se rappeler. Et ça va venir tout orienter le reste de nos interventions qu'on va voir ensemble mercredi et jeudi dans les lives. Hein, parce que demain, on va aller à fond dans la théorie. Puis mercredi et jeudi, on va aller dans les solutions. Okay? Donc, on a dit pour notre coco de 3 ans, les différentes crises, ça peut être en lien avec des nouveaux repères de l'environnement, ça peut être en lien avec la présence d'inconnus, ça peut être en lien avec des inconforts sensoriels, notamment au niveau des bruits, au niveau de ce qu'il sent, au niveau de ce qu'il voit, au niveau de se faire accrocher par des touchés de plein de personnes dans le centre commercial. Et oui, tout ça, c'est générateur d'anxiété. OK? Et l'anxiété, quand notre système nerveux se met à se dire « Oh mon Dieu, c'est dangereux pour moi », ben là, on a 3 réactions possibles. Les 3 réactions possibles de notre système nerveux quand il est en état de stress, hein, quand il évalue, comme un peu si vous faites poursuivre par un ours en forêt. Okay, c'est quelque chose qui peut arriver plus au Québec qu'en France. Mais bon. Donc, si vous vous faites poursuivre par un lion, votre système nerveux en état de stress va réagir de 3 manières. 1, combat. 2, il fige. 3, la fuite. C'est les 3 manières. C'est les 3 manières que notre système nerveux sympathique, hein, ça c'est notre système nerveux en état de stress, réagit. Ben, un enfant qui fait une crise, puis qui tape, puis qui crache, puis qui mord, puis qui donne des coups là, au sol, qu'au Québec on appelle la crise du bacon, hein, parce qu'il fait comme un bacon dans une poêle là, au sol. Ben c'est une forme de réaction de combat. C'est du combat. Face à cet inconfort-là qui a été généré en lien avec ces inconforts. OK? Liés au social, liés à l'environnement, liés au sensoriel. Est-ce que jusque-là, ça va? Avez-vous des questions? Ma chère Justine, Stéphanie, Thierry, hein, Sandra, Jacinthe, Karine, Manon, ma belle Hélène. Hein, puis en haut, je sais pas c'est quoi ton nom, Tati.seed. Donc vous me dites. La crise du bacon me fait penser à un hippocampe. Ouais, ben dans le fond, oui, d'une certaine manière, c'est que l'enfant, il est plus en maîtrise de soi. OK? Et comme je vous ai dit, le système nerveux est fait d'une manière que le matin, on prend notre petit café, on se réveille, on sort de notre état de somnolence. Après, bon, on se réveille tranquillement, on tombe dans un état d'hypovigilance qu'on appelle. Et là, quand on est bien, on a pris notre petit café, on a pris notre douche, on s'est habillé, on a mangé, on est allé aux toilettes, là, on est prêt à bien partir notre journée et à être disposé à travailler, à apprendre, hein, pour les enfants à la garderie, à l'école, etc. Et ça s'appelle l'état de vigilance tranquille. Techniquement, l'humain, on devrait toujours être dans cet état-là, et nos enfants aussi. Mais qu'est-ce qui arrive quand un enfant commence à faire des crises comme la maman m'a écrit, et que c'est vraiment des grosses crises là, avec des pleurs, puis c'est vraiment intense. Hein? Puis on va regarder jeudi ensemble
quelle est la posture de parent qu'il faut adopter pendant les crises. Parce que ça, c'est la clé. C'est la clé. Ben dans le fond, c'est que l'enfant passe de l'état d'hypovigilance à l'état d'hypervigilance. Et là, il est irrité. Il commence à avoir les pupilles de ses yeux qui se dilatent parce qu'il commence à avoir son système nerveux en état de stress. Il peut commencer à avoir de la sudation, un nez rouge. Et là, le cœur se met à battre beaucoup plus vite. Fait augmentation du rythme cardiaque, augmentation de tout ce qui est au niveau de la respiration aussi. Et là, si le stresseur se maintient, qu'il continue par exemple d'entendre les séchoirs à main dans les toilettes publiques et ça lui génère un inconfort au niveau sensoriel, au niveau auditif, qu'est-ce qui arrive? Bien là, dans le fond, l'enfant bascule en état de désorganisation. Et c'est ça la crise du bacon. Hein? C'est ça la crise du bacon. Et si le stresseur se maintient, qu'est-ce qui arrive au niveau de la boucle? L'enfant tombe en état qu'on appelle de dissociation. Dans l'état de désorganisation, dissociation, je vous dis tout de suite, mes chers parents, ça ne sert à rien de parler. De toute façon, je vous l'ai dit, en bas de 4 ans, il n'a même pas accès à son lobe frontal. Le lobe frontal arrive à maturité à 21 ans. OK? Fait que, autant vous dire qu'à 3 ans, les connexions synaptiques ne sont pas créées encore. OK? Donc, il faut adapter comment qu'on intervient en fonction de comment le système nerveux se développe. C'est hyper important. Sinon, ça ne sert à rien, nos interventions. Sinon, on essaie d'adresser la difficulté avec nos enfants comme si on avait en face de nous un adulte. Mais ça marche pas. Ça marche pas. OK? Donc, quand on est vraiment dans la phase de désorganisation, de dissociation, ça sert à rien de parler. Et c'est ça qu'on va voir dans le live de mercredi-jeudi, c'est quelle posture en tant que parent adopter. Donc, voilà mes chers. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on vient de voir en lien avec les différentes possibilités qui expliquent la raison des crises de cet enfant-là dans les endroits publics? Sachant que si ça arrive une fois, tu te dis, c'est peut-être parce qu'il a vécu quelque chose, sa mère a refusé, je sais pas moi, un biscuit avant d'aller au centre commercial. Tu sais, quand c'est ponctuel, tu te dis, OK, il y a peut-être de quoi émotionnel. Mais ici, quand c'est à chaque fois qu'il est dans un endroit public, et c'est vraiment les centres commerciaux, les restaurants, les toilettes publiques, et c'est quelque chose de récurrent au point que la mère ne peut plus amener son enfant dans les endroits publics, et que ça lui génère une crise, mais d'inconfort, tu te dis, c'est pas parce qu'à chaque fois, il refuse un biscuit, là, tu sais. Comment réagir pendant cette crise si son enfant ne veut pas être pris dans les bras? Ben effectivement, ma chère Stéphanie, c'est qu'on ne le prend pas dans les bras. On ne le prend pas. Et ça, on va voir ça en détail jeudi. Dans le fond, ce qu'il faut assurer, puis je te le dis rapidement pour aujourd'hui, puis on va le revoir vraiment plus en détail jeudi, c'est qu'il faut assurer un cadre de sécurité, mais sans toucher l'enfant. L'enfant doit faire sa boucle émotionnelle avec la libération du stresseur en dehors de lui. Donc, nous, on s'assure en tant que parents que l'enfant est en sécurité, tu sais, qu'il n'est pas à proximité de coin de table ou de rebord, de robinetterie, ou tu sais, de peu importe là, dans la toilette publique, ou, tu sais. Mais ce qu'il faut faire, c'est laisser faire la courbe et nous, demeurer calme, demeurer zen, parce que c'est ça qu'on va voir jeudi, c'est que je vais vous enseigner le concept des neurones miroirs. Le concept des neurones miroirs, c'est le fait que si vous réagissez en paniquant puis en le prenant, l'enfant, il considère comme quoi que vous le maintenez dans la situation de danger. Il n'est pas en posture d'être rassuré, pas encore.
Et c'est ça qu'on va voir jeudi. C'est qu'un coup que la boucle émotionnelle passe, ça va peut-être durer 5-10 minutes. Si vous faites bien ça, dans le sens que vous laissez bien la boucle émotionnelle passer, gros max 15 minutes. J'ai jamais vu plus que ça. C'est si vous essayez de le prendre, vous essayez de le calmer, puis que vous le prenez, puis là, vous essayez de faire un peu une douce contention, que là, l'enfant, ça va exacerber sa crise. Exacerber. Et là, ça peut prendre 30, 45 minutes, 1 heure. Alors que ça aurait pu être réglé en 10-15 minutes, gros max. Donc, c'est vraiment un cadre de sécurité à distance. Et qu'après, là, on s'en va vers l'enfant et on assure la rassurance. Donc voilà, ma chère Stéphanie. Excellente question. Donc, mes chers, si je résume pour aujourd'hui, et là, on va avoir une super question. Merci à la chère maman d'avoir posé cette question-ci. On va la revoir en détail au courant de la semaine. Demain, je vous reviens avec la raison, la raison avec mon analyse de professionnel pédiatrique, pourquoi cet enfant-là fait des crises dans les endroits publics. On a exploré différentes options aujourd'hui. Je vous dis rapidement qu'on est vraiment dans le domaine sensoriel. On est plus dans le cas ici d'un enfant qui présente une particularité ou voire même un trouble au niveau d'un certain sens sensoriel. Donc, on va aller voir en détail demain, même heure, même poste, la théorie en lien avec ça. Qu'est-ce qui se passe dans son système nerveux en lien avec la crise générée? Pour ensuite aller voir la posture en tant qu'adulte en lien avec la question notamment que Stéphanie a posée. Mercredi et jeudi avec toutes les solutions à appliquer sur comment faire et quoi faire comme bonne pratique et pour que l'enfant ne vit plus de crise. C'est ça l'objectif. C'est qu'en tant qu'adulte, il faut bien lire les besoins de notre enfant, bien comprendre et ensuite bien appliquer les stratégies pour que l'enfant, au final, son système nerveux a tellement été apaisé dans vos réactions et dans votre manière d'appréhender et de prendre en charge la situation que l'enfant, la situation qui se répète, par exemple, il refait face au séchoir à main, par exemple, mais déjà, c'est moins associé, il y a moins de réactions associées au danger parce que ça va avoir été bien pris en charge pour la première fois. C'est comme vous, si vous êtes face à quelque chose qui vous fait peur, mais que la personne en face de vous réagit avec beaucoup de calme et beaucoup d'empathie, beaucoup de compréhension et qui vous accompagne bien. Ça veut dire que la prochaine fois que vous faites face à la même peur, vous allez être déjà beaucoup plus apaisé, beaucoup plus adouci. Et c'est pas juste une question comportementale, émotionnelle, c'est une question de feedback au niveau du système nerveux. Bravo Pat, je dois faire manger mes petits, je te souhaite une bonne soirée. Bonne soirée ma chère et bon repas avec tes petits loups et on se revoit dans un prochain live. Donc, gros bisous à tous tout le monde, on se revoit, n'hésitez pas à venir avec vos questions. Demain, on fait retour sur la théorie en lien avec justement qu'est-ce qu'il y en est concrètement avec l'hypersensibilité de cet enfant-là qui génère ces crises dans les endroits publics parce que là, aujourd'hui, on a mis le doigt là-dessus, on a établi différentes possibilités et demain, je vous explique pourquoi c'est celle-là qu'on retient en particulier au niveau du neurodéveloppement et voilà. On va pouvoir s'amuser et vous allez pouvoir m'envoyer vos questions en même temps. Donc, des gros bisous à tous et on se revoit demain. Ciao!